entame donc le domaine 2 de la philosophie qui tourne autour de la vie sociale. Et la première partie qu'on va toucher, c'est cette partie qui touche la nature et la culture. Et la question qu'on va se poser, c'est si l'homme est un être naturel ou bien un être culturel. Avant de procéder à cette question, il faut d'abord trouver les notions, bien définir les notions de nature et de culture. La nature, c'est quoi? La nature se définit comme tout ce qui est inné, tout ce qu'on apporte donc dès notre naissance. C'est ce que l'homme apporte dès sa naissance. C'est ce qui est inné en l'homme. C'est tout ce que l'homme n'a pas créé, mais qui émane simplement de la création de Dieu. On peut parler de la nature comme tout ce qui nous entoure, l'environnement, mais aussi de la nature qui touche l'homme avec l'hérédité, tout ce qui est héréditaire chez l'homme, tout ce qui est biologique, tout ce qui touche donc sa carte génétique. Et quand on parle aussi de la nature, on fait allusion à l'inné, mais aussi aux instincts, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme d'agir, de vouloir manger, ainsi de suite. Donc, ce qui est naturel, et c'est ce qu'on partage avec les animaux. Quand on parle de la culture, c'est ce que l'homme ajoute à la nature. La culture, c'est l'acquisition sociale, les valeurs, le langage, le travail, tout ce qui tourne autour donc des normes sociales, tout ce qui tourne autour donc des lois de l'État, ce qu'on apprend donc dans notre éducation, c'est ça qu'on appelle donc la culture. Et c'est ça aussi qui discipline notre instinct. La première question qu'on avait décidé tout à l'heure, c'est de voir si l'homme est un être naturel ou bien un être culturel. Deux thèses s'opposent. Maintenant, la première thèse, c'est que l'homme est un être naturel. Cette thèse a été défendue par exemple par Jean Rostand, qui dit que tout ce que l'homme s'ajoute par le savoir, la connaissance et la discipline lui reste extérieur et superficiel. Ces gènes n'en reçoivent rien et donc rien ne s'ajoute à l'espèce. Pourquoi? Parce que l'homme est un être purement naturel et que rien ne peut modifier son caractère naturel et son caractère animal. Cette thèse a été critiquée simplement par d'autres penseurs, comme par exemple l'idée, quand on parle de Jean Itard, mais aussi de Lucien Malson, qui dit simplement qu'un enfant qui a été délaissé simplement dans un environnement animal où il n'y a pas de personne ni de société, cet enfant n'est pas un homme mais un monstre. Et là, on l'a défini avec les enfants loups, les enfants sauvages. L'homme, pour être un humain, il a besoin de ses semblables, il a besoin d'éducation. C'est ce que donc Kant veut montrer avec deux choses. Il dit dans l'éducation, il y a deux choses, la discipline, n'est-ce pas, et l'instruction. La discipline, c'est quoi? C'est le fait donc de discipliner nos instincts, de supprimer notre caractère animal, de nous montrer qu'on ne devrait pas faire cela, mais on devrait faire cela. C'est ça la discipline. Quand on parle d'instruction, c'est la valeur qu'on ajoute à nous, c'est-à-dire ce qu'on nous donne comme connaissance, le langage, le comportement, les bonnes habitudes, ainsi de suite. Là, on parle simplement de la culture comme étant quelque chose qui ajoute quelque chose à la nature de l'homme. Et là, cette thèse aussi aura une synthèse avec François Jacobs qui dit qu'on ne peut pas carrément supprimer le caractère naturel chez l'homme, ni supprimer le caractère culturel chez l'homme, mais l'homme demeure un être bioculturel. Pourquoi il dit que l'homme demeure un être bioculturel? Parce que ce caractère bioculturel nous permet simplement de dire que l'homme a des organes phonatoires qui est de l'ordre du naturel, mais aussi il a la faculté de pouvoir parler qui est de l'ordre du naturel, mais aussi sans cette capacité donc de trouver une langue et d'apprendre à parler, l'homme ne parlera jamais. Donc l'homme a besoin de deux choses, de ce qui est biologique en lui, mais aussi ce qui est culturel, parce que quand on n'apprend pas à un enfant à parler, l'enfant ne parlera jamais. Et c'est ça qui montre que l'homme est un être donc tout le temps bioculturel. Et là, c'est ce dépassement que François Jacobs a amené dans ces deux thèses-là. Et là, l'autre question qu'on va voir, c'est de dire simplement, est-ce que la nature est quelque chose qui supprime le caractère? Est-ce que la culture dénature l'homme? Si la culture dénature l'homme, cela veut dire que la culture enlève ce qui est animal chez l'homme. Et c'est vrai. Parce que pour parler de culture, il faut changer le caractère animal de l'homme pour essayer d'humaniser l'homme. L'homme doit s'humaniser par le biais de la culture. C'est la culture qui humanise l'homme, c'est la culture qui permet à l'homme d'être un humain en tant que tel. Un humain avec des valeurs, un langage, ainsi de suite. Maintenant, un langage est tout ce qui tourne autour donc de la pensée. Maintenant, quand on parle de toujours donc par rapport à ce rapport entre nature et culture, il est bien de trouver que la culture est quelque chose qui est relative, mais aussi la culture est quelque chose qui est universel. Universel pourquoi? Parce que chacun a sa propre culture. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas de culture. Donc la culture est quelque chose qui est présente chez tous les hommes. La culture aussi est quelque chose de relatif parce que malgré ce caractère universel de la culture est quelque chose qui est relatif en ce sens que chaque homme a sa propre culture. Et c'est cette relativité de la culture ou bien du fait culturel
qui nous pousse à tomber dans l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est quoi? C'est le fait de croire que ma culture est supérieure aux autres cultures. Or, tel n'est pas le cas. On ne peut pas dire que ma culture est supérieure aux autres cultures. Pourquoi? Parce que vouloir penser que l'autre est inférieur à moi, c'est de croire que l'autre est un barbare. Or, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. L'ethnocentrisme, maintenant, c'est ce sentiment qu'a l'homme de croire que sa culture est au centre de toutes les autres cultures. Or, tel n'est pas le cas. Maintenant, par rapport à Senghor, Senghor disait qu'il ne faut pas parler de cet aspect culturel pour dire que l'homme est barbare ou pas, ou bien pour parler d'ethnocentrisme, mais il faut parler de brassage culturel. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter les cultures, il faut accepter qu'il y a plusieurs cultures. Et quand on accepte qu'il y a plusieurs cultures, on aura la possibilité carrément de pouvoir vivre tranquillement et de pouvoir vivre en symbiose avec les autres cultures. Hein? On parle de deux choses. Il y a le travail et le langage. Le travail, c'est une manifestation de la culture. Le langage est un véhicule de la culture. Par le biais du travail, l'homme arrive simplement à être humain. Et Georges Bataille le dit, l'homme est le seul animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel qui le nie. L'homme nie son caractère naturel par le biais du travail et le travail consiste à une activité de transformation de la nature à des fins utiles. Quand on transforme la nature, on en tire des objets. Quand on obtient ces objets-là, on pourrait donc utiliser ces objets pour bien vivre dans la société. L'homme est le seul animal qui travaille parce que le travail est un fait culturel. Maintenant, le travail peut être une aliénation selon Karl Marx, comme un moyen de domination d'une classe par rapport à une autre classe, mais aussi le travail peut être un moyen de libération. Et là, comme le dirait Jean Lacroix, si le travail est une aliénation, il est aussi une remède donc à cette aliénation-là. Le travail est une libération parce que grâce au travail, l'homme arrive à se libérer du joug de la nature. Et là, on pensera donc à la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Quand l'esclave travaille, il maîtrise la nature. Et quand il maîtrise la nature, il maîtrise son maître. Il n'est plus esclave du maître, mais il devient maître du maître. Donc, c'est ce qui nous pousse à dire que le travail est quelque chose qui libère l'homme. Le langage aussi est un fait culturel et c'est un véhicule de la culture. Grâce au langage, l'homme arrive à communiquer ses pensées. Il y a un rapport entre langage et pensée. Quand on dit que l'homme pense d'abord avant de parler, aussi il y en a qui disent que l'homme pense en même temps qu'il parle. Et là, si on comprend donc avec un penseur, n'est-ce pas, qui disait simplement que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, c'est pour dire que l'homme d'abord doit avoir une pensée pour véhiculer, n'est-ce pas, ses pensées par les mots. Et là, les mots sont incommensurables par rapport au langage. Cela veut dire que quand on veut dire quelque chose, on n'a pas la possibilité de le dire et on parle de l'ineffable. Et c'est ce rapport qui existe entre langage et pensée. Mais ce qu'on doit retenir dans cette partie, c'est que la nature n'est pas quelque chose qui permet simplement de définir l'homme, mais l'homme se définit à la fois par la nature et la culture, et que la culture est un véhicule, le langage est un véhicule de la culture, mais aussi le travail est une manifestation de la culture, parce que seul l'homme est capable de travailler pour subvenir à ses besoins.